Je m'appelle Claude Lorius et j'aurai 23 ans pour toujours. Les expéditions polaires françaises recherchent un jeune étudiant pour une mission scientifique de plus d'1 an en Antarctique. Une excellente forme physique est exigée et de préférence un certain goût pour l'aventure. On ne voit pas arriver l'Antarctique. On bute contre lui. J'en suis rentré avec un regard unique sur le monde et surtout cette empathie folle pour la planète sur laquelle je vis. Je me retrouve là-bas, loin du monde, où l'existence est pleine de défis et de fraternité. Pour la première fois, je me sens maître d'un royaume. Allez, ça tourne. Je m'appelle Luc Jacquet, je viens vous raconter l'histoire de la glace et le ciel, et je vous souhaite la bienvenue sur clap.ch. Et je vais refaire un clap, juste pour le plaisir, tiens. Bonjour Luc Jacquet, on s'est déjà vu il n'y a pas longtemps pour Il était une forêt. C'est juste. Et puis vous êtes connu mondialement pour La Marche de l'Empereur, qui avait remporté l'Oscar du meilleur documentaire 2006. Et là, vous nous entraînez de nouveau dans ces contrées que vous connaissez bien, depuis que vous êtes étudiant. L'Antarctique, vous y êtes allé pour des missions, pour divers films. Et pour nous qui sommes de simples petits Suisses, qui ne sommes jamais sortis de nos montagnes ici, vous pouvez nous parler des conditions quand vous allez là-bas ? Il faut imaginer, en tout cas sur le continent, un paysage extrêmement monotone, du blanc à l'infini, une neige qui est travaillée par le vent, donc qui n'est pas uniforme comme on a chez nous, je dirais, mais qui est effectivement très très tourmentée. Une neige extrêmement poudreuse, vous pouvez creuser à 2 mètres de profondeur avec une pelle en 3 minutes, c'est assez impressionnant. Et du froid, le plus fort que j'ai connu, moi, c'est -57. C'est vrai que les caméras commencent à être un peu chatouilleuses à cette température-là. Sinon, si on parle de la Terra del Io, où moi j'ai beaucoup travaillé, il faut imaginer un lieu où il y a énormément de vent. Tout le temps. Vous tournez à 100, 200 km/h de vent, c'est vraiment très très commun, quoi. Avec toute l'agression que ça représente d'être en permanence dans le blizzard, avoir du vent qui vous souffle dans les oreilles et qui vous refroidit, parce que même quand il fait -20 avec du blizzard, effectivement on a froid assez vite, quoi. Et imaginez effectivement un paysage tout blanc. Et il suffit que vous changiez un tout petit peu la couleur de la lumière, que le soleil ait un caprice, et tout le paysage va changer d'un seul coup. C'est vraiment extrêmement impressionnant. En même temps, vous êtes un petit peu immunisé puisque vous avez grandi dans la partie jurassienne de l'Ain. Donc c'est la région la plus froide de France. Ouais, j'avais le plaisir de contempler la Suisse tous les matins quand j'allais faire du ski. Parlez-nous de ce projet, comment il est né de votre rencontre qui a débouché sur une amitié avec Claude Lorius. Claude Lorius, c'est un des plus grands scientifiques du XXe siècle, on va dire. Et probablement l'un des plus méconnus. Et il y avait une petite injustice de l'histoire que j'ai voulu réparer quand je l'ai rencontré, c'est-à-dire que c'est vraiment le tout premier scientifique à avoir prouvé de manière irréfutable que l'homme était en train de bouleverser le climat de la Terre en brûlant des énergies fossiles et en émettant des gaz à effet de serre. Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère ne sont peut-être pas ce qu'on nous a dit que c'était. Mais vous êtes justement de ces hommes qui raisonnent sur le court terme. Il a découvert ça dans les glaces de l'Antarctique. L'anecdote veut que c'est en regardant un petit morceau de carotte de glace plongé dans un whisky qu'il a eu cette intuition-là, c'est-à-dire qu'il a vu des petites bulles d'air qui se dégageaient. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cet air ? D'où vient-il ? Et il a analysé cet air et effectivement, il a compris que cet air, c'était tout simplement les archives intactes des climats du passé. Et sa contribution est décisive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle de bouleversement climatique, comme à peu près à tout bout de champ, il était intéressant de revisiter l'histoire pour comprendre que tout ça n'est pas arrivé tout seul. Il a fallu se battre contre les éléments, faire des expéditions incroyables, risquer sa vie, passer des années littéralement sur le continent antarctique pour découvrir ça et le prouver surtout. Et voilà, ce film pour moi, c'est l'histoire d'un grand bonhomme, mais c'est aussi l'histoire de la science et de l'exploration. Et à propos de grand bonhomme, votre film montre aussi qu'il y avait un élan post-39-45, il y avait une volonté de l'humanité d'être dans la découverte, de s'unir malgré les différents politiques, malgré les clivages aussi. Vous montrez que les Russes, les Américains, les Français ont travaillé main dans la main en pleine guerre froide. C'était un moment particulier parce que je trouve que l'intérêt de raconter la vie de Claude, c'est qu'elle résume tout ce bouleversement, toutes ces charnières, effectivement,
entre l'après-guerre et maintenant, et ce rapport complètement différent, ce retournement du rapport qu'on a avec la planète sur laquelle on vit. Effectivement, Claude a été capable de faire travailler des Russes, des Suisses même, à un moment donné, des Américains, des Russes. Parce que ces scientifiques-là avaient compris que là, ce qu'ils étaient en train de découvrir, ça dépassait de loin, je dirais, les petits clivages politiques, même si ces petits clivages politiques en étaient à se poser la question si on allait s'envoyer des fusées les uns sur les autres, quand même. Mais non, je pense que ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre que cette épopée de la science a produit une connaissance qui est aujourd'hui vitale et qu'elle a sonné finalement le glas de cette croyance dans un développement qui était quasiment interminable, un progrès qui était quasiment sans conséquence. On pouvait tout se permettre sur la planète allait tout encaisser. Et ces scientifiques nous ont dit bah non, la planète ne va pas tout encaisser, on vit à crédit. Et cette prodigieuse croissance qu'a connue le XXe siècle, eh ben, il va probablement falloir payer la dette aujourd'hui, pendant ce XXIe siècle. Et je trouvais ça intéressant, plutôt que de marteler des données ou des concepts, de raconter ça à travers la vie d'un homme, à travers l'émotion, à travers ce que ça représente, voilà, tout simplement, de vivre ce bouleversement philosophique profond sur notre rapport au monde. Et à travers votre caméra qui nous montre aussi des images d'une plénitude immense, plénitude glaciaire, est-ce que c'est aussi face à cette plénitude glaciaire que ces hommes ont pu s'unir et vraiment s'investir dans une même mission? Je crois que on connaît ça probablement un peu en Suisse avec ce qu'amène la haute montagne, c'est-à-dire que les éléments déchaînés, le péril autour de vous renforcent complètement ce besoin et ce sentiment de solidarité entre les hommes. Et je pense qu'en tant que tel, c'est exemplaire. Il y a vraiment quelque chose à retenir de ça. Et tout ça n'a été effectivement possible que parce que, face aux éléments déchaînés, ces hommes, ces scientifiques, ces chercheurs se sont mobilisés. Mais je crois que c'est ce qui nous arrive aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vit des bouleversements qui sont tellement périlleux que si on n'est pas capable d'être solidaire, si on n'est pas capable de se regrouper aussi, les choses vont aller plutôt mal pour nous. Donc ce film résonne aussi dans cet axe-là, quoi. Formellement, vous avez choisi de temps en temps de montrer Claude le Russe qui regarde ces paysages, vêtu d'une veste bleue presque océan de glace. C'était un choix formel non, pour lui rendre hommage aussi Le choix de la couleur, c'est un hasard divin. Et le fait qu'il soit silencieux et habillé effectivement avec ce costume, ça c'était une volonté au contraire très forte. À la fois par rapport à ce positionnement, c'est l'homme avec un grand H qui regarde. Donc c'est un archétype plus qu'un personnage. C'est aussi l'homme tout petit dans une nature démesurée. Et le silence de Claude, c'est sa retenue et c'est sa pudeur à lui. C'est-à-dire que cet homme qui aujourd'hui aurait largement le droit d'être en colère au fond, parce qu'il a travaillé toute sa vie pour produire une connaissance qui est que partiellement utilisée aujourd'hui, alors que ça fait 30 ans qu'il a prouvé et qu'il a sorti ses premiers articles. Il s'est grosso modo toujours à peu près rien passé. En 1984, nous mettons sur pied une mission extraordinaire. Nous recueillons des fragments de temps, mètre après mètre. L'analyse des cristaux nous prouve que nous avons pénétré dans les glaces de l'ère glaciaire. Ces travaux me vaudront les honneurs internationaux et mes blessures les plus profondes. Et plutôt que d'être dans cette récrimination, Claude, il est dans cette logique de transmission, mais aussi de remotivation. C'est un optimiste, un pénitent qui a une foi incroyable dans l'humanité et qui dit finalement l'humanité n'est jamais aussi forte et aussi belle que quand elle est soumise à l'adversité. Et je crois que là, il y a quelque chose d'intéressant et je voulais que ce silence résume tout ça. Et je crois qu'il est peut-être plus fort, ce regard de cet homme sur les paysages où il avait prédit qu'il allait se passer quelque chose et où effectivement il se passe quelque chose. On a tourné sur le glacier d'Aletsch par exemple, qui est impressionnant par son niveau de fonte. Je trouve que là il y a une force incroyable. Pendant 40 ans surtout, il n'a pas été entendu. Il a parlé, prêché dans le désert de glace. C'est plus fort que ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens et de lobbies qui ont eu intérêt à ce qu'il ne soit pas entendu. Et par bonheur, on sent que, en tout cas j'espère que les climato-sceptiques ont perdu la partie,
mais c'est quelque chose dont il a énormément souffert, puisque il s'est investi évidemment énormément au niveau individuel, lui, mais tous les chercheurs investis dans ces sciences du climat. Hein. Avoir été attaqué sur sa bonne foi scientifique, je pense que ça, c'est quelque chose qui l'a blessé pour toujours. Et les gens qui ont fait ça, pour ça, ne l'ont fait que pour semer le doute et gagner du temps, au fond. Parce qu'il était probablement plus important de continuer à faire tourner les moteurs et de produire du pétrole plutôt que d'orienter la société vers ce vers quoi elle va aller, au fond, parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un témoignage un peu plus pathétique. Ouais. Est-ce que vous nous parlez de vos choix tant formels, vous avez donné une profondeur aux images, mais aussi choix musical, la bande-son que vous avez choisie pour ce film? Ouais, j'ai fait une très très heureuse rencontre avec Cyril Aufort, le compositeur de ce film. On a travaillé très en amont sur le film. Ça, c'est une révélation, c'est quelque chose d'un peu magique quand vous faites du cinéma. Il y a un moment où vous rencontrez quelqu'un qui est parfaitement en phase avec vous, et au point que vous n'avez plus besoin de parler, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait exact quand même, dans le sens où il faut travailler, évidemment, et préciser les choses, mais là, c'est sûr c'est probablement ma plus belle et plus intéressante expérience musicale. Dans la fusion, je veux dire, dans la dimension fusionnelle. Symbiotique. Et c'est vrai que moi, je me revois encore arriver à Londres, au Air Studio, où on a enregistré, quoi. Il y avait un violoncelliste solo, par exemple, qui a commencé à jouer le thème du film, et c'était incroyable, quoi. Ça, c'est un grand, grand moment. Et donc, formellement, le travail sur la photographie, avec cette profondeur dans les images? Ben, c'est l'espace. C'est l'espace qui vous étourdit quand vous êtes en Antarctique. C'est l'espace, c'est toute la dimension des paysages qui nous dépassent. Et oui, ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Mais vous savez, moi, j'aime beaucoup la représentation du monde telle qu'elle existe dans la peinture classique japonaise, par exemple, où vous avez des paysages considérables et il faut toujours chercher dans un coin pour trouver le petit village, puis le petit pêcheur qui aborde son lac. Et j'aime bien ce rapport au monde. Je trouve que notre place, elle n'est pas en pied sur un piédestal. Voilà, on n'est pas grand-chose là au milieu, quoi. Ce film, il a été présenté en film de clôture au dernier festival de Cannes. Vous avez vraiment la volonté à travers votre filmographie de sensibiliser les gens à quand même un discours écologique, à prise de conscience par rapport à l'environnement. Est-ce que vous pensez d'être à Cannes, ça a enfin touché un large public? C'était très émouvant d'être à Cannes, parce que c'est effectivement, moi qui fais un cinéma bizarre, qui a un pied dans le documentaire, un pied dans la fiction, c'est sûr qu'être reçu avec les honneurs dans ce grand temple du cinéma, c'était quelque chose d'émouvant, a fortiori, parce que ce film était dès le départ un hommage de la science au cinéma, du cinéma à la science plus exactement, et cette mise en abîme du Festival de Cannes, avec Claude Lorius qui monte les marches, qui monte le tapis rouge, qui est acclamé pendant une demi-heure, là. Ben, pour moi, c'était aussi une manière de dire, ben voilà, j'ai fait le job, quoi. J'ai fait le job, et je pense qu'enfin Claude est à sa juste place. Et effectivement, Cannes nous a donné une visibilité internationale qui est considérable, mais ça, c'est le pouvoir de Cannes. Comme Claude Lorius semble quand même très modeste, comment il l'a vécu, cette mise sous projection? Avec des larmes. C'est sa manière d'encaisser ça, au fond. Et c'est vraiment ce qui me plaît dans ce personnage-là, c'est que, justement, sa modestie est incroyable. J'ai du mal à lui faire dire « je ». J'étais hier avec un journaliste de France Inter qui lui dit « Mais Claude Lorius, au fond, c'est vous le premier qui avez prouvé ça ». Et Claude, embarrassé, dit « Oui, je crois que c'est moi ». Tout est dit. Là, vous accompagnez ce film et on peut savoir sous quelle latitude vous allez nous entraîner les prochaines fois? Je suis toujours très tenté de partir 18 000 ans en arrière dans les grottes de Lascaux et de voir l'aventure incroyable de ces premiers peintres de la préhistoire. Donc ça, c'est un projet sur lequel je travaille. J'ai un autre projet sur la biodiversité. Je ne sais pas encore lequel va prendre le pas sur l'autre. Voilà. J'ai encore pas mal de boulot sur celui-là. Merci, Louis Joutel. Merci à vous. À 82 ans, je suis aujourd'hui un vieil homme qui constate que l'histoire lui a donné raison.
Je pense aux glaciers qui fondent ici et aux îles qui se noient là-bas. Je pense à l'homme triomphant qui devrait maintenant renoncer à s'approprier l'entièreté du monde. Non pour la Terre et ses créatures, mais pour nos enfants. Mais j'ai confiance. L'homme n'est jamais aussi sublimement lui-même que devant l'adversité.